et souvent l'avis des DSI, les auditeurs DSI le savent bien, c'est à la fois les projets, l'ambition, la stratégie, mais c'est aussi de façon très concrète la qualité de ce que vous délivrez à vos utilisateurs. Et on a deux pieds, donc si un de nos pieds lâche, la vie d'un DSI est souvent courte. Compliqué, donc voilà. Et donc il faut vraiment être solide et sur le run opérationnel, donc l'ops, donc maintenant dans notre modèle, et à la fois le dev. Parce que si vous ne délivrez pas les produits dont l'entreprise a besoin, c'est pareil, vous êtes en difficulté. Donc voilà. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile & Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi ? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG ? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité ? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile ? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche ? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Lionel Chêne, qui est le DSI de BPI France. Bonjour Lionel. Bonjour. Bon, du coup, avec Lionel, BPI France, je vais pas expliquer, on va pas te demander de présenter BPI France, franchement. Ou dans tous les cas, pas ce que les gens entendent, mais je pense que vu que ça a quand même pas mal bougé, notamment avec ton recrutement, ton arrivée, parce qu'il y a eu une vision d'une nouvelle étape de BPI. Tu m'en as parlé un peu, BPI comme une fintech. Est-ce que tu peux nous parler tout rapidement de toi sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à BPI? Qu'est-ce qui t'a suivi dans le poste? Et en fait, après, on ira bien sûr sur ton aventure, puisque le podcast va beaucoup parler cet épisode de Safe et de tout ce que tu as mis en place dans ton équipe qui est assez nombreuse. Tout à fait. Donc moi, mon parcours, c'est assez simple. Je suis dans l'IT depuis que j'ai commencé. Donc maintenant, ça fait quelques dizaines d'années pour ne pas dire autre chose. Donc pendant très longtemps, j'ai travaillé dans des DSI. J'ai très longtemps travaillé dans le groupe La Poste. Donc j'étais le DSI de Colissimo, le DSI de La Poste, branche service courrier. Donc en clair, le DSI des factures. Et puis BPI m'a proposé de prendre la DSI d'une banque. Pour information, je ne suis pas banquier historiquement. Donc là, c'était un beau challenge pour ce faire. Et effectivement, pourquoi ils m'ont choisi ? Justement parce que j'étais pas du métier et qu'il fallait voir un petit peu autrement. Parce qu'effectivement, notre logique était d'être une fintech avec un réseau. Projet que je m'attelle de transformer maintenant depuis plus de 3 ans, et dans des métiers que j'ai découverts depuis et qui sont vraiment super passionnant. Donc voilà, et donc on est au service des entrepreneurs. BPI France, on est là pour aider les entrepreneurs de plein de façons. On est le guichet unique, on est l'impresario, on est l'assistant des entrepreneurs, et on les finance, on les aide à innover, on les aide donc dans plein d'étapes, et donc voilà, et du coup beaucoup de systèmes d'information à leur service. Ok. Et du coup, pour être sûr en fait, c'est bête à dire, mais ça veut dire quoi de passer de BPI qui est pas une fintech à BPI qui est une fintech? C'est quoi le constat de pourquoi, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, globalement, ce qu'on voit souvent, moi que j'ai souvent vu dans les organisations, quand on intègre de l'open innovation, notamment une start-up ou une fintech, dans son système d'organisation, généralement on tue la fintech ou on tue la solution. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, naturellement, les modèles d'organisation des fintech ou des start-up sont des organisations qui sont plutôt plus petites que nos grandes organisations, on va dire, et globalement, on n'a pas les mêmes modèles, les mêmes façons de travailler globalement autour de ces sujets-là. Et donc devenir une fintech avec un réseau, nous, l'objectif, c'était de dire c'est à nous de nous transformer, nous grandes nos organisations, pour être comme des organisations et aussi agiles, parce que derrière il y a bien sûr la notion d'agilité qui est forte chez nous, et donc d'agilité à l'échelle, puisque nous on est des grandes organisations, on doit être aussi agile qu'une start-up, une fintech. Pourquoi ? Parce qu'on a des sujets de time to market. Il faut savoir qu'on doit réagir très vite, et nous, un enjeu fort qu'on a, c'est de déployer des choses, ce qu'on a déjà fait, globalement, quand il fallait monter le prêt garanti de l'État, c'était à terme 147 milliards d'euros. On a dû le faire en très très peu de temps. Et si on n'avait pas structurellement cette agilité-là, on n'aurait pas réussi à le faire. Et avec un réseau, c'est que on est au service de nos chargés d'affaires, c'est-à-dire que le client est notre cœur de métier. Donc nos clients du système d'information, c'est nos chargés d'affaires, ceux qui dialoguent tous les matins, qui tutoient les entrepreneurs, qui vont les voir en local dans nos 47 sites, dans tous les
toutes les régions. Donc c'est ça notre projet. Donc beaucoup d'agilité, beaucoup d'aller vite et de répondre en proximité. C'est ça un petit peu les valeurs de notre projet. Donc, du coup, c'est autant la plateforme. Donc, nous, par exemple, sur RSAS, on a accès à BPI en tant qu'entrepreneur. C'est là où on peut faire les dépôts, la bourse French Tech, les subventions. Là, tous ces sites-là, toutes ces parties-là, c'est vous qui les faites avec le chargé d'affaires qui regarde le back-office, etc. Tout à fait. Donc, on a tous les produits de financement. Donc, on te finance, on t'accompagne. C'est aussi beaucoup d'accompagnement, c'est de la formation. On est sans doute un des plus grands formateurs de France. On aide à investir. Donc, on est une banque de plein d'exercices là-dessus. Donc, on est régulé. Donc, on sort toutes ces informations-là. Et c'est effectivement de ton chargé d'affaires avec tout le back-office qu'on a à produire. C'est toute cette informatique-là. Et c'est plein de sites web. Donc, on en a plusieurs centaines. Donc, qui correspondent à des éléments d'offres, c'est effectivement Tech in Fab, French Tech, donc c'est l'aide aux entrepreneurs à la création d'entreprises, donc toutes les parcours associés à ces éléments-là. Donc voilà, donc c'est les Deep Tech comme site, c'est le hub dans lequel il y a toutes les startups françaises qui sont identifiées dedans. Donc voilà, donc c'est beaucoup de données qu'on intègre autour de tous les usages que peuvent avoir les entrepreneurs et on aide à ce qu'ils s'accélèrent, qu'ils se développent. Ok. Et du coup, aujourd'hui, donc tu parlais de 200 sites, j'imagine, alors il y a les sites et puis il y a les produits même internes, etc. Tu as le nombre de produits que vous maintenez, vraiment produits. Aujourd'hui, on a à peu près 183 produits donc en catalogue, pour tous les produits de BPI France. C'est 26 métiers différents. Donc vraiment, c'est des métiers comme l'accompagnement, c'est l'assurance export, on aide à exporter et donc on fait des très grands contrats pour exporter. C'est effectivement du fonds de fonds, c'est du financement, c'est de l'investissement. Et dans les financements, on fait du financement court terme, moyen terme, long terme. On fait du crédit bail immobilier, donc du crédit bail matériel. Donc là, on a tous ces éléments-là. Le seule chose que nous n'avons pas, c'est une banque de retail. Donc il n'y a pas de compte bancaire chez nous. Donc là, mais par contre, on a une banque en ligne. On a des revues de presse personnalisées. On a beaucoup de communication. On anime beaucoup. Donc on fait des grands événements. Dans bientôt là, le Big, le 5 octobre, 50 000 entrepreneurs qui vont venir à l'Accor Arena à Paris. Donc tout ça, c'est beaucoup d'informatique derrière, parce que globalement, tout ça, c'est du processus, certes agile, mais qui doit s'intégrer et qui reporte. Et c'est beaucoup de données, puisqu'on produit aussi des rapports, pour l'État, on a des gens qui cotent les risques, dans tous les pays du monde, parce que quand on investit à l'étranger, on sait quel risque on doit porter. Donc on a des comptes, on a des data analystes qui font des synthèses, soit pour nous, soit pour nos parties prenantes. C'est tout cet écosystème qu'on anime avec effectivement beaucoup d'informatique et une informatique qui est de plus en plus disponible en ligne. La plupart de nos services maintenant, nos produits se vendent en ligne, aussi, même si on a toujours nos chargés d'affaires qui viennent voir aussi en physique nos métiers. Et notamment en termes de prêts, on a fait des prêts digitaux. On est sans doute la plus grosse fintech d'Europe en termes de volume et de millions décaissés full digital, globalement. Ouais. Voilà, et donc on est une banque de plein d'exercices là-dessus, sur des prêts digitaux. Donc c'est des choses qu'on opère maintenant depuis plusieurs années et en volume. Et du coup, toi aujourd'hui, en termes d'équipe, le nombre de personnes dans l'IT, mes équipes, c'est à peu près 300 personnes en interne, et aujourd'hui on a 1200 prestataires parce qu'on est encore très externalisé globalement. Donc ça fait une belle force de travail. 1500 personnes qui sont dans l'IT interne externe. Tout à fait, 1500 personnes qui sont même en agilité distribuées à l'échelle. Toutes nos équipes sont des équipes de 6-8 personnes qui travaillent de façon autonome et dans une vision très architecturée de notre système d'information, qui travaille en rythme de 10 semaines, avec des incréments de 10 semaines et une façon de se synchroniser toutes les 10 semaines au service de nos métiers pour produire le maximum de valeur métier, de valeur business. Donc, quand toi, tu arrives, t'arrives parce que il y a un enjeu de devenir une fintech, c'est challenging et excitant, mais ça reste un enjeu.
Et donc, du coup, se pose bien sûr la question du cadre méthodologique ou cadre organisationnel que tu peux proposer avec tes équipes pour délivrer la valeur qui est souhaitée dans un temps toujours record, parce que forcément, tu parlais de time to market. Donc, c'est une question voilà, il fallait que ça aille vite. Et donc, du coup, tu me disais en préparation, toi, t'es arrivé et t'as dit, par rapport à ce qu'on veut faire et la taille qu'on est, il y a un framework qui s'impose un peu à nous, c'est safe, et t'as voulu l'appliquer. T'as dit, voilà pour couper court un peu à des débats aussi on pourrait faire comme différemment. T'as donné un cadre méthodologique. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu quand t'es arrivé, pourquoi safe du coup? Est-ce que c'est les arguments que j'ai donnés, d'autres, hein? Comment c'est devenu une évidence et comment ça s'est lancé? En fait, quand je suis arrivé, donc j'ai fait le constat qu'effectivement un des sujets majeurs qu'on avait à traiter, c'était le time to market et l'accélération du delivery de la valeur qu'on avait à faire. Et donc, notamment, il fallait le faire de façon itérative. On avait des progiciels, des choses comme ça qu'on livrait 4 fois par an. Et donc là, en l'occurrence, on demandait d'aller beaucoup plus vite et de sortir beaucoup plus de produits. C'était notamment dans la période, moi je suis arrivé en 2020, donc c'était juste la sortie de la phase du confinement du Covid. Et même si j'étais là en partie donc dans la phase de lockdown, donc de confinement, derrière on a dû faire nous des plans pour la relance. Donc on a un peu oublié parce que parce qu'il a fallu faire plein de choses pour que l'économie ne tombe pas. Donc redonner, je dirais, du cash dans l'économie, c'est le rôle de BPI, et prendre des risques dans ces périodes-là. Et c'était quelque chose qu'on a plutôt bien fait. Donc le constat qui a été de faire, c'est de dire, mais donc on avait une transformation sur plusieurs axes à faire. Une transformation, je dirais, par l'architecture. Moi, je comprends toujours par ce sujet-là, c'est que pour faire plus vite, et en qualité de données, globalement, il faut bien poser nos cadres d'architecture. Donc on a à choisir de faire de l'architecture de microservices. Donc là, pour aller plus vite, on s'est dit, il faut continuer notre transformation sur le cloud. On a fait une transformation par le cloud. On a bien sûr vu que le sujet de la sécurité était essentiel dans ce qu'on avait à faire. Donc on s'est dit, on va se transformer, y compris sur des éléments de cadre de sécurité. Et donc est arrivé finalement le problématique du modèle opérationnel. Et le modèle opérationnel, on va appeler ça notre target operational model. Donc on s'est regardé et on a regardé plusieurs points. Et en fait, le modèle opérationnel qu'on a choisi, c'est de dire, il faut de l'agilité. Et donc l'agilité à l'échelle, parce que notamment faut qu'on intègre et qu'on travaille avec des partenaires qui sont des fintech, parce qu'on fait pas mal d'open innovation dans ce qu'on fait, donc on intègre des composants. Et donc l'idée, c'est de travailler comme elles. Donc ça, c'est le premier point, donc l'agilité. Et deuxième point, on s'est dit, en fait, faut sortir du mode je développe et j'opère. On s'est dit, il faut faire du DevSecOps, donc on développe, you build it, on opère, you run it, et vous êtes propriétaire nos équipes sont propriétaires de leurs assets, de leurs produits, grosso modo. Et donc on est parti en démarche produit. Quand on a fait ce calcul-là, on s'est dit, il faut trouver un pattern pour se faire, et on s'est dit, safe, pour information, on l'avait déjà mis en place donc à la Poste, et ça avait plutôt bien marché, donc à grande échelle. Un des intérêts du modèle, c'est qu'il est déjà open, donc on peut tout avoir. Il y avait tout un cadre de formation qui existait. Pour être à l'époque, il n'y avait pas encore l'engouement ou le volume de gens qui savaient faire. Donc voilà, mais on s'est dit, on y va, et on y va by the book. Donc by the book, ça veut dire qu'on a appris safe comme il est. Donc voilà, et on a dit, on va déjà faire. Je donnais à l'époque souvent la recette suivante. Moi, quand je suis pas un grand cuisinier, mais j'aime bien manger. Si je veux faire une tarte tatin demain, je suis nul en cuisine, mais je vais prendre un bon bouquin de cuisine, un Jean-François Piège, qui fait la recette de la tarte tatin. Si je le suis au gramme près, sa recette, je vais pouvoir faire une tarte mangeable. Donc voilà. Et donc ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc on a fait des tartes mangeables, avant Save by the Book. Donc là, en alignant tout le monde, en formant tout le monde, donc beaucoup de formations. Leading Safe, par exemple, la formation, j'ai formé tous mes équipiers, tous nos prestataires qui voulaient travailler avec nous, il fallait qu'ils comprennent le langage et donc qu'ils soient formés. Donc voilà. Donc en gros, éléments de formation, et on a fait tout en même temps. Le tout en même temps, c'est OK, on bascule dans le cloud, donc le plus possible d'asset, on a un CI/CD, on a tous les outils qui vont avec, donc voilà. On a fait tout en même temps en disant OK, maintenant
L'architecture, c'est du microservice. On fait de l'architecture événementielle, on fait du event-driven architecture sur tous les nouveaux sujets qu'on traite. Donc là, on a bien sûr du legacy et on traite le legacy en même temps, donc bien évidemment. Donc là, et on l'a fait aussi en même temps. On a augmenté notre sécurité, donc notre segmentation, donc toute la partie préparatoire autour de notre SOC et nos outils de détection qui ont vraiment été tous revus. Et donc on a fait tout ça en même temps. Et paradoxalement, c'est un gage de réussite parce qu'on a un cadre, on a une façon de travailler correcte. Globalement, on traite et on progresse sur tous les éléments. C'est une méthode itérative, on est apprenante. On fait les rétrospectives, on avance, donc on regarde ce qui va pas bien, on traite et on progresse de façon très lean, parce que c'est une méthode qui est à la fois agile et qui est très lean. Et en même temps, on a revu tous nos modèles de sourcing, nos partenaires, la façon dont on travaillait. Donc voilà, et on a beaucoup ciblé autour de la compétence et donc nos équipiers. Donc voilà, on a animé tout ça dans la transformation et c'est comme ça que ça le fait. Et voilà, et donc maintenant on y est full, donc depuis maintenant, donc on a eu 3 ans de fonctionnement complet. Et aujourd'hui c'est plus un sujet. Et même nos métiers, parce qu'il faut bien sûr embarquer une partie de nos métiers, notamment les PM, les programmes managers et les PO, qu'on essaie donc d'accompagner. On les a formés, et on l'a dit, c'est comme ça. Alors ça a été possible parce que c'était un projet d'entreprise, parce que effectivement c'était porté comme ambition. Donc être une fintech à 20 ans réseau, c'est-à-dire c'est travailler comme les fintech, avoir des méthodes agiles. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on a posé et utilisé des pratiques d'environnement, de gestion, donc qui ont été agiles. C'est comme ça qu'on a porté ce projet qui était porté par la direction générale, donc sur lequel j'ai été venu pour l'incarner. Donc voilà, et sur laquelle l'aide de mission était un peu plus claire, et c'est comme ça qu'on a pu réussir cette transformation. Dans l'agilité, il y a un pattern japonais qui d'ailleurs je crois qu'il vient pas de l'agilité, qui vient de l'automobile, qui s'appelle Shuhari, SHUHARI. Donc voilà, on a fait by the book la partie qu'on appelle Shu. Donc voilà, dans laquelle on fait la recette de cuisine. Donc voilà. Et pour information, là on est en train de passer dans une étape ultérieure qui s'appelle A, où on commence à revisiter un certain nombre de pratiques parce que maintenant on les a bien compris. Mes équipes, je leur donne souvent cette image-là. Donc on a une idée. Donc on l'a au niveau de la tête. Voilà, on avait l'idée de l'agilité, de notre ambition d'agilité. Bon, on l'a bien mangé, on en a eu plein le ventre. Donc des fois, on a un peu mal au ventre parce que tout passe pas bien. Et puis maintenant, on commence à bien l'aimer. Et c'est maintenant qu'on commence à bien l'aimer qu'on peut la revisiter. Comme j'évoquais la tarte tatin, maintenant on est en train de revisiter un petit peu donc à notre la recette. Et voilà, on commence à avoir des solutions, large solutions, des bouts de large solutions donc dans nos fonctionnements. Donc voilà, pour autant on n'est pas large solution by the book parce que voilà, on est en train et parce qu'on a bien compris et parce qu'on aime la méthode et qu'on l'a comprise et donc du coup on peut la revisiter ou la retravailler. Mais pendant 3 ans, on a fait by the book. Du coup, t'as dit plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne. Donc, tu fais toutes les transformations en même temps. Oui. L'architecture, la sécurité, l'organisation. Point positif, point négatif d'avoir fait ça avec le recul. Le point positif, c'est qu'à dire que pour opérer de l'agilité, pour vraiment que tes résultats avancent, je vous donne un exemple. L'année dernière, on a doublé le nombre de mises en production donc itérative par rapport à l'année d'avant. On a diminué le nombre d'incidents par 2 donc sur nos patrimoines applicatifs. Cette année, en 6 mois, on a doublé par rapport à l'année dernière. Donc on a encore doublé le nombre de mises en production. Donc là, pour être clair, aujourd'hui on pilote beaucoup par un indicateur qui est inventé par le Google, qui s'appelle le DORA. Aujourd'hui, nos équipes, pour être ce qu'on appelle les élites, doivent mettre en production l'ensemble de leur patrimoine tous les 15 jours. Donc on fait des mises en prod dans tous les 15 jours. Pour faire ça, il faut du cloud. Pour faire ça, il faut des CI/CD. Pour faire ça, il faut donc des ops qui opèrent parce que sinon derrière, on peut faire très vite, mais on aura ce que on appelle le change failure rate qui va se planter, c'est-à-dire que on va faire des mises en production non qualitatives. Donc il faut faire un saut qualitatif donc dans ce que vous produisez. Il faut automatiser vos tests unitaires doivent être automatisés. Donc il faut tous les outils, l'arsenal qui va avec. Il faut avoir les capacités de faire du rollback et de la résilience parce que vous mettez en production en continu, donc là, et ça nécessite de faire toutes ces transformations
et tous les outils qu'on a au jour d'aujourd'hui, et vous les utilisez en même temps que vous construisez donc la pratique. Donc voilà. Et donc ça, c'est un gain structurel qui fait que ça nous permet de tenir ces engagements et de tourner la business value. Parce que en même temps, toute cette transformation là, moi, elle est pilotée par un indicateur qui est le NPS, le Net Promoter Score, c'est-à-dire qu'en clair, tous les mois, on interroge nos utilisateurs et on leur dit qu'est-ce que vous pensez du SI de BPI France. Donc quand je suis arrivé, le NPS était négatif. Donc et assez négatif, voilà. Donc on connaît peu de gens disent j'utilise le NPS quand il est négatif. Donc voilà. Et donc voilà. Et aujourd'hui, donc on n'est pas dans des sommets, donc on est à 25, mais globalement on a atteint notre objectif d'un NPS positif durable sans à-coup de 25. On a diminué bien sûr toute la partie incidentogène de notre SI et en même temps qu'on développait notre time to market. Et c'est le en même temps qui permet de faire ça. Donc voilà. Si on avait fait des bouts, je suis pas sûr qu'on arrive au bout parce que l'agilité, il y a toujours ceux qui vont dire oui mais c'est pas bien, il y a des choses que finalement on n'avait pas compris et on veut revenir à l'ancien, etc. Là en clair on brûle les ponts, on va en avant et on démontre avec des indicateurs, donc tout ça c'est beaucoup d'indicateurs. Moi je travaille beaucoup dans le pilotage, donc tout ça dans le SI d'information aujourd'hui, je vais vous dire le nombre de mises en production là où je suis donc en termes de niveau de qualité. On a ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle qu'on pilote sur plein d'axes, sur mes pratiques agiles, sur mes pratiques DevOps, sur mes pratiques de sécurité, le nombre de CVE par équipe. On ramène tout ça à la notion d'équipe. L'équipe est notre sujet unitaire, donc dans lequel tout est ramené. Et cette excellence opérationnelle, elle est faite par l'équipe pour l'équipe. Et ce qui fait d'ailleurs que le modèle est scalable. Parce que pendant la même période, pour être clair, nous, on a eu en plus des augmentations de volume, de charges et de budget, quelque part, de 20% par an. Donc, c'est-à-dire que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été dans un modèle scalable, j'aurais pas su tenir ma qualité. Donc, vraiment, et souvent, la vie des DSI, les auditeurs DSI le savent bien, c'est à la fois les projets, l'ambition, la stratégie, mais c'est aussi, de façon très concrète, la qualité de ce que vous délivrez à vos utilisateurs. Et on a deux pieds, donc si un de nos pieds lâche, la vie d'un DSI est souvent courte. Compliqué, donc voilà. Et donc, il faut vraiment être solide et sur le run opérationnel, donc l'Ops, donc maintenant, dans notre modèle, et à la fois le dev, parce que si vous ne délivrez pas les produits dont l'entreprise a besoin, c'est pareil, vous êtes en difficulté. Donc voilà. Et un point qui est très important, parce que j'ai peu parlé des métiers, j'ai parlé du NPS, donc qui est quand même ce qui nous drive. Les méthodes qu'on évoque là sont très centrées clients, puisque c'est le business qui est obligé de participer à nos démos tous les 15 jours, qui évalue la business value. Donc la valeur est portée par le métier. Ça m'intéresse sur la partie safe, donc du coup, parce que tu disais formation, donc du coup, donc du cœur des 300 plus 1200, donc de ton équipe, hein, et tu parlais aussi des PO que tu es allé chercher chez les métiers, parce que là, du coup, tu touches à donc du coup, tu parlais de cadre de target opérationnel modèle, mais du coup de l'entreprise, pas de la DSI, mais de l'entreprise. Bien sûr. Donc du coup, il y a aussi des changements RH qui sont liés à d'autres parties prenantes. À ce niveau-là, est-ce que ça s'est passé la même vitesse, ce côté, tous les métiers ont réussi à être formés, à avoir des product owners, à avoir des recrutements pour compenser du coup des gens qui sont chez les métiers et donc du coup qui vont passer plus de temps sur les produits. Est-ce que toutes tes équipes ont du coup un PO métier, et est-ce que ce PO métier-là est du coup est à 100% dédié à cette équipe-là? Donc en fait, nous on a 26 métiers, donc ça a été 26 histoires différentes. Donc globalement, il a fallu convaincre 26 fois, globalement, gérer les éléments, les particularités globalement. Mais par contre, la cible était très claire. Donc sachant que la DSI est elle-même un métier. Quand on fait des enablers techniques, moi j'ai des PO et des PM de la DSI, mais pour des composants techniques. Donc c'est un point qui est à voir. Donc on voit et on traite ces éléments-là au fur et à mesure. Donc voilà. Et donc on a traité ça sur toutes nos équipes métiers, donc avec des éléments de schéma de transformation qui ont été mis en place. Et donc il y a des leaders bien sûr, il y en a qui ont montré très vite beaucoup d'appétence, d'autres beaucoup moins. Donc voilà. Et ceux beaucoup moins, leur résistance, elle a été liée plus à
la peur, la méconnaissance, voilà, ou est-ce que c'était aussi lié à en fait, moi, c'est les gens qui peuvent aller dans les équipes, elles sont super intéressantes et importantes, mais il faut du coup les remplacer. Et du coup, comment je les remplace? Est-ce que j'ai les budgets? Parce que c'est des vraies aussi questions que les métiers peuvent se poser. Tout à fait. Donc, en fait, on a fait une vraie transformation sur les budgets parce qu'effectivement, avant, moi, quand je suis arrivé, la DSI avait un budget centralisé et opérait le budget IT donc en tant que tel. Quand je suis arrivé, je leur ai dit non, mais on va pas faire comme ça. Donc voilà. Moi, j'ai besoin de créer ce que j'appelle des composants, des socles. Donc, on a fait un budget IT de socle. Et le reste, j'ai dit, mais en fait, c'est des budgets IT, mais pour vous, métier. Et c'est vous qui en décidez ce que vous voulez en faire. Et donc, vous allez pouvoir, du coup, gérer votre enveloppe budgétaire pour savoir ce que vous en faire. Et sans doute, il faut vous renforcer sur certains éléments. Donc là, sachant qu'à terme, le savoir et la compétence d'un PM, ça doit s'internaliser. Donc, et on doit faire ces éléments-là. Donc, ils ont pu gérer. Alors, ça a été déjà un premier point, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que l'IT, c'était pas gratuit, mais ce qui ne sort pas de son propre argent, c'est souvent moins important. On a appris beaucoup ce que j'appelle la frugagilité, parce qu'en fait, la particularité de la méthode, quand elle est bien appliquée, c'est qu'on fait des MVP, des Minimal Viable Products. Et ça, c'est quand même source de gains. Moi, c'est d'ailleurs le principal source de gains de cette transformation-là, quand on regarde bien, parce que Safe, toutes les pratiques, etc., c'est pas gratuit. C'est des compétences, c'est même une transformation ces formations, ça coûte assez cher. Par contre, là où vous gagnez, et on le voit, nous, sur le long terme, c'est grosso modo, c'est qu'avant, on faisait des cahiers des charges, où on écrivait son besoin, etc. Mais en fait, il y a un peu comme dans Excel, on n'utilise même pas 25% d'Excel. Souvent, on faisait des applications, on n'utilisait pas parce qu'on pensait que c'était nécessaire de faire, etc. L'itération et la mise en production continue de nouvelles fonctionnalités fait que vous pouvez les tester et en fait vous vous concentrez sur l'essentiel au départ, le MVP, le Minimal Viable Product, ou moi j'appelle même le Vital Product. Au départ, je disais, commencez par le Vital, on va faire déjà les fonctionnalités vitales. Et on voit bien que dans l'informatique, souvent, avec 20% de l'énergie, vous faites 80% de la valeur. Et finalement, les 20% complémentaires, souvent, vous dites, finalement, je peux m'en passer. De toute façon, j'ai d'autres problématiques. Et vous enlevez ce que j'appelle les Mickey dans les points. Donc, les Mickey dans les points sont les nice to have, les trucs qu'on pourrait avoir, mais finalement, qui sont finalement peu en valeur. Et ça a beaucoup plu, je trouve, au métier. Et ce changement-là, s'ils se sont dit, mais moi, je préfère effectivement donc avoir moins, mais plus vite. Et après, il y a un autre point qui est très important dans la méthode, dans la pratique. Nous, on a un taux de tenue d'engagement à peu près de 86%. C'est notre benchmark donc qu'on a atteint déjà depuis très longtemps. Donc là, et en fait, les métiers avant, on leur promettait des grands cahiers des charges, puis on tenait pas les délais. Nous, là, maintenant, on tient les engagements, les équipes tiennent les engagements à 86%. Alors, pourquoi pas 100%? C'est parce que des fois, il y a des choses qui bougent dans l'incrément. Ils prennent des notes committed, donc des features qui n'étaient pas prévues finalement, donc ils font, voilà. Mais aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé, c'est que nos métiers ont totalement confiance sur notre capacité à délivrer dans le timing. Donc, voilà. Et ça, c'est super important. Et donc, les métiers, quand elles ont vu ça, ils ont dit, finalement, j'ai peut-être moins, mais de façon à temps et de façon maîtrisée, donc globalement. Et du coup, c'est moi qui maîtrise. Et en même temps, on leur a dit c'est votre argent. Et donc du coup, elles disent mais finalement, du coup, je peux voir où je mets plus de liberté dans les choix associés. Donc bien sûr, après il y a des cas d'architecture et un certain nombre d'éléments. Donc voilà. Et après, il y a eu un autre phénomène qui est aussi très intéressant, c'est que nous, les composants qu'on appelait socles, c'est-à-dire qu'on avait travaillé et qu'on a mis comme enabler, en fait, quand tu les utilises, c'est gratuit. Donc ça, c'est assez magique parce que grosso modo, les métiers disent ok. Comme c'est mon argent, si tu me donnes un composant gratuit, je préfère le faire. Avant, je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé, j'avais j'ose pas le dire combien, j'avais beaucoup de systèmes de GED. Parce que chaque métier avait dit, ah oui, mais moi, ma GED, elle est totalement spécifique. Donc, dans mon silo, j'avais fait donc voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un socle de GED, qui marche d'ailleurs super bien. Donc voilà. Et globalement, je leur dis, si tu utilises la GED commune, centrale, elle est peut-être moins bien que ce que tu voulais, mais elle est gratuite. Versus si tu veux un autre truc, ok, mais dans ce cas-là, tu le prends sur ton budget spécifique. Et comme par hasard, quand on fait des composants aussi de valeur, donc voilà, ça permet de converger et donc du coup d'avoir des architectures beaucoup plus avec beaucoup moins de composants, donc qui coûtent moins cher en termes de maintenance, parce que you build it, you run it, c'est tu payes ce que tu construis.
mais ce que tu opères aussi. Donc voilà. Et du coup, avant, on disait oui, il faut pas trop s'occuper de la maintenance, etc. Quand les métiers ont dans leurs éléments de pilotage budgétaire le fait que effectivement, s'ils changent de version, ça coûte moins cher, ou qu'il y a moins d'erreurs, ou qu'il y a moins de bugs. Donc voilà, ça facilite ce que l'on appelle les non-functional requirements, c'est-à-dire que un métier, bien sûr, il veut du fonctionnel, mais aussi tout ce qui est non fonctionnel, ça améliore la sécurité, ce qui fait qu'on patch et qu'on délivre les patchs et les CVE tous les 15 jours, donc ou même plus vite s'il faut le faire s'il y a une CVE critique qui vient de tomber. Donc voilà, donc tout ça va dans le sens, je dirais, d'une plus grande valeur portée, mais d'une façon effectivement fondamentalement différente. Donc voilà, et ça change quelque part aussi la culture, hein. Et la culture, ça c'est plus lent. Donc la culture, c'est au moins en année, alors que la pratique, ça peut se traiter en mois. Et du coup, pour revenir sur les 2 points, donc la construction budgétaire, donc tu avais un budget de X, tu as gardé un socle pour toi, et après tu as réparti le budget dans les métiers en disant, en général, on consommait tant, maintenant vous choisissez dans ce que vous voulez faire, c'est ça? Exactement. Et dans ça, et avec le côté en disant, par contre, pour travailler avec nous, il va falloir que vous ayez des personnes à temps plein, qu'on appelle PO, etc. Donc, dans ce parti-là, vous devez former des gens, sinon on ne pourra pas travailler avec vous. C'est cette partie-là. Tout à fait. Et au départ, il y en a qui ont pris de l'assistance pour dire on fait des proxy PO, ce que j'appelle des proxy PO. Et au fur et à mesure du temps, les métiers sont montés, sont organisés. Il y a encore quelques métiers qui ont du mal à mettre en un PO à temps plein. Et du coup, ils font encore des petits bouts de PO, ce qui n'est pas très facile à gérer. Et eux-mêmes sont aperçus que, etc. Et avec le temps, on arrive maintenant dans des organisations qui sont effectivement selon le modèle. Donc, grosso modo, ça fonctionne bien. Et on capitalise, je dirais. Et voilà. Et oui, prendre du coup, les métiers se disent que prendre du SI, ça a du temps. C'est du temps dans leur métier, mais ça apporte de la valeur aussi. Donc voilà. Donc quand cette chaîne-là s'enclenche, ça avance. Et donc du coup, le second point, donc vous parlez du MVP. Moi, ce que je vois souvent, la difficulté, c'est le langage commun de ce qu'on livre. Il y a le mot projet, des fois il y a les mots sprint. Enfin, en gros, il y a plein de mots pour dire ce qu'on fait dans un temps imparti. Aujourd'hui, donc vous, c'est des runs, des trains de 10 semaines, c'est ça? Tout à fait. Et donc, du coup, comment vous appelez, c'est quoi le langage commun de BPI pour dire ce qu'on fait? En fait, le langage commun de BPI, c'est celui de SAFe. Donc, en fait, c'est un des points qu'on a vu. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise by the book, c'est-à-dire que grosso modo, même tout le donc le vocabulaire de SAFe. Donc, et on essaie de surtout pas déroger de celui-là. Alors, au départ, on m'a dit, mais on s'appelle BPI France. On dit, mais tu nous fais que parler anglais là, c'est tous les termes, etc. Donc voilà. Et je lui ai dit oui. J'assume totalement, mais si ça avait été en espagnol, on aurait tout utilisé des termes espagnols. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que justement, derrière un mot, faut mettre la même définition. Et donc là, en tuant l'aspect langage... Tu as redéfini pour BPI le langage... Voilà, donc le langage commun, il est from the book, by the book, donc de SAFe, ce qui fait qu'on a eu naturellement un langage commun, ce qui est très important. Donc pour se comprendre et qui est source de réussite à mon sens. Donc voilà. Et par contre, on n'a pas dévoyé de ce langage-là. Donc voilà. Okay. Et du coup, donc donc t'as des produits, etc. Donc tu fais ça toutes les 10 semaines, tu fais une rétrospective. Et donc du coup, la question que je me pose, c'est quand tu veux faire un point un peu de ce qui s'est passé dans le trimestre, etc. avec d'autres métiers, le directeur ou autre. Tu me regardes, tu fais pas ça. Non, je fais plus ça. J'ai plus de copiles. Donc les copiles, on se retrouve à 15 pour dire l'état d'avancement des sujets, etc. On fait plus ça. Les métiers, s'ils veulent donc avoir l'état d'avancement, on a tous les outils qui vont bien. Ils ont leur reporting en ligne, donc dans le Jira, donc ils peuvent dire est-ce que mes features donnent, pas donnent, etc. Pour information, au COMEX, on reporte tous les trimestres de l'état d'avancement budgétaire, de l'avancement global, de tenue de nos engagements. Est-ce qu'on a tenu nos engagements? Est-ce qu'on tient nos vélocités? Donc des grands indicateurs de KPI dans l'entreprise. Et si nos métiers veulent savoir où ils sont, de toute façon, tous les 15 jours, ils ont une démo. Et s'ils veulent en plus savoir, ils viennent aux rétrospectives. Et s'ils veulent savoir ce qu'ils vont avoir dans 10 semaines, ils viennent au PI. Donc, les PI, c'est les programmes increment planning. Donc là, non, on fait surtout pas de copies. Alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas quelques exceptions quand on fait des sujets un peu en task force ou qu'il y a un risque majeur dans lequel on veut suivre un suivi particulier ou de prise de décision rapide sur quelques éléments. Mais ça, c'est plus des réunions, je dirais, de opérationnelles de décision, donc qui peuvent apparaître de temps en temps, mais on essaie plus de faire. Donc voilà. Après, on a mis en place, par contre, des choses qui existent, c'est-à-dire pour avoir cette reporting global un peu général à froid, on a des revues mensuelles
Donc tous les mois, on a ce qu'on appelle des correspondants métiers qui font la synthèse de toutes les équipes, avec les outils, parce qu'on a de la donnée partout, donc grosso modo, ils sortent du reporting et ils le partagent. Et s'il y a des sujets qu'il faut discuter, donc il y a quand même aussi ce reporting-là mensuel Tout à fait, mais c'est quasiment, c'est assez court. Hein, donc nos reportings mensuels, c'est une réunion d'une demi-heure, sur lequel peut-être 3/4 d'heure, donc dans certains les plus longues, mais dans lequel on dit juste voilà. Si vous avez des questionnements, etc. Mais l'aspect reporting est accessible en ligne, tout est outillé et nos métiers maintenant sont formés à utiliser pour savoir où en est leur backlog, où est-ce qu'il a avancé, pas avancé, et les éléments, les grands jalons sont partagés. Ok. Et donc du coup, tous les développements sont portés par en mode produit, du coup, avec des équipes dédiées. Tout à fait. Donc, on a des composants pour nos produits, on développe des produits pour nos métiers. Donc voilà. Et donc, voilà, on est dans cette logique produit, qui est délivrée de façon continue. Ok. Et aujourd'hui, les métiers des fois aussi, ça questionne. Donc, vous avez réussi à recréer un langage commun, les mots ont un sens et le même sens. Il y a la question de la projection dans le futur. Tu parlais du BI planning juste avant, mais des fois il y a aussi une question de... Tout à fait, c'est un sujet qu'on a retravaillé, on va dire maintenant, ça fait 1 an et demi. Donc en fait, ce qu'on voyait juste, c'est que un des inconvénients de la pratique, c'est que tous les 10 semaines, vous repassez dans la moulinette de replanifier, etc. Et au bout d'un moment, vous avez l'impression que ça tourne, parce qu'en fait le rythme est quand même assez soutenu, même s'il y a des sprints typés. Mais au bout d'un moment, vous pouvez perdre en guillemets la direction globalement où vous allez. Donc on a couplé ça à une autre pratique qui s'appelle les OKR, les objectifs qui résultent. Donc en fait, chaque année, on a la chance chez BPI de remettre d'actualiser plutôt notre plan stratégique. Donc notre plan stratégique, c'est par exemple, je vous donne un exemple, on doit permettre et orienter la transition énergétique des entrepreneurs. Donc premier sujet, par exemple, on doit faire de la réindustrialisation de la France par l'innovation. Donc ça, c'est des grands thèmes qui sont en voie. On doit multiplier par 2 le nombre d'entrepreneurs. Donc ça, c'est nos objectifs. Donc pour donner les grands axes. Et donc en partant de ces grands axes-là, on décline tout ce qu'on fait autour de ces axes-là. C'est-à-dire qu'en clair, quand on fait un système d'information pour faire le programme France Relance, France Relance, c'est par exemple très lié à l'industrie, on sait le rattacher à notre enjeu de réindustrialisation par l'innovation. Nos équipes vont implémenter une EPIC, donc c'est le nom on appelait avant des projets, mais qui dure du 6 à 9 mois. Cette EPIC-là va être rattachée à une feature à une US. Et grosso modo, le développeur qui travaille dans son US ou le testeur, il sait qu'il contribue à réindustrialiser la France. Donc on aligne bien ces éléments. Et des fois, on arrive à avoir des EPICs qui on sait pas les rattacher. Donc on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est peut-être pas ça qui est dans nos stratégies. Donc voilà. C'est aussi important pour prendre les décisions. On cote de beaucoup les features qui arrivent. Il y a toujours 200 features pour une capacité de 150 ou 100 même des fois. Vraiment. Et donc l'idée c'est de prioriser. Et donc la priorisation, ce qu'on appelle aussi, qui nous aide à faire les MVP. Et on utilise la pratique SAFE, qui s'appelle le WAJF. Donc en fait, c'est grosso modo les quick wins. On essaie de prioriser ce qui a le plus de valeur business. Et donc on a défini avec tous nos métiers ce qu'était la valeur business. Il y a des cadres. Des fois c'est parce que ça t'amène plus de PNB ou plus de chiffre d'affaires. Des fois c'est parce que ça réduit tes charges. Des fois c'est parce que c'est réglementaire. Donc il y a tous les critères qui nous permettent de coder ça. Et donc passe en premier les features qui déjà tiennent dans un incrément, qui tiennent dans 10 semaines, ce qui nécessite de faire petit, small is beautiful. Donc de livrer ça de façon continue et bien sûr de rattacher ça à un objectif stratégique. C'est-à-dire que si on a une feature ou une EPIC qui ne correspond pas à nos axes stratégiques, on met en désalignement stratégique. Alors, ça peut nous arriver quelques cas sur des trucs qui sont très rentables, mais qui correspondent pas à la stratégie. Donc voilà. Et globalement, ça permet d'avoir cet alignement. Donc nous, on a complété, parce que ça, c'est pas dans Safe. Donc, c'est une méthode. Et les OKR, tu les laisses à l'année ou tu redescends trimestriel et par équipe? Parce qu'il y a aussi une question de la déclinaison des OKR, jusqu'où tu vas et en termes de temporalité et en termes d'équipe. Donc pour information, nous on travaille l'année d'avant les OKR de l'année d'après, parce qu'en fait on lie nos OKR à nos exercices de ce qu'on appelle plan moyen terme, donc le PMT, donc plan moyen terme, et en même temps que nos budgets, parce qu'en fait nos budgets sont là pour des ambitions. Des OKR, c'est en fait le mot d'ailleurs objectif qui résulte n'est pas le bon mot, parce qu'en fait c'est des ambitions.
donc qu'on pose, hein, donc globalement. Donc voilà, et donc du coup on positionne nos ambitions à l'avance, donc pour une année. Donc là, même s'il y a des ambitions qui vont faire plusieurs années, bien évidemment. Donc là, et on les pose à l'année, et par contre, on en rend compte de l'avancée de nos OKR, hein, donc globalement, donc tous les trimestres. Donc tous les trimestres à mi-incrément. Donc on as les objectifs annuels, des ambitions annuelles. Hein, tout à fait. Tous les trimestres, tu définis à quel niveau tu te trouves par rapport à cet objectif-là. On fait en avancement donc l'objectif pour dire on avait prévu d'être, on avait prévu de doubler, ce que j'évoquais tout à l'heure, on avait prévu de doubler donc le nombre de mises en production dans l'année. Donc là, il s'avère que notre OKR a été atteint au mois de juin. Donc on a finalement atteint notre objectif annuel au mois de juin. Donc on en rediscute, on se refixe une échéance. Donc voilà, c'est rare qu'on le fasse. Il y a plein d'ambitions qu'on n'atteint pas. Hein, donc bien sûr. Donc là on a. Et il y a combien d'objectifs sur une année? C'est quoi? C'est en termes de nombre, c'est un truc comme un peu ceux qui sont vraiment massifs, c'est le 3-5 ou c'est 50 parce que toutes les équipes en ont mis? En fait, toutes les équipes se déclinent un certain nombre d'objectifs, parce qu'il y a des porteurs d'objectifs. Donc voilà, donc j'ai pas le nombre exact, parce qu'en fait, tout est hiérarchisé, c'est dans les arbres, et à la fin, certains on descend dans des choses assez fines. Donc là, mais c'est décliné totalement dans les équipes, et donc qui elles-mêmes ont contribué. On appelle ça donc les OE. On les envoie au vert. Donc là, on fait le cyber OE, le cybersécurité OE, on fait le data OE sur la data. En fait, on se donne des ambitions sur un certain nombre de sujets. Hein. On fait bien sûr les socles OE donc pour tout ce qui est composant donc là. Et les équipes ont eux-mêmes défini ces éléments-là. Par contre réalignés, donc il y a un top-down et un bottom-up, il y a 2 cycles pour challenger ces éléments-là, et ça nous fixe nos ambitions, et comme ça les équipiers savent où ils vont et pourquoi ils vont. Donc voilà, donc ça donne beaucoup de sens, et tout ça est chaîné. Hein, pour ceux qui connaissent dans notre Jira, on a nos OKR, et on sait dire une feature sert à tel OKR, et à l'inverse, on sait dire tel OKR, donc telle ambition, elle est portée par telle équipe qui contribue, etc. Ce qui est très valorisant pour les équipes de savoir à la fin, on présente nos résultats, et elles savent se projeter dans les résultats de l'entreprise, et sur cet alignement depuis notre stratégie, hein, qui est partagée en comité exécutif, jusque nos équipiers qui produisent. Mais du coup, on est d'accord, il y a les grands objectifs annuels de BPI, et après, après on les décline par équipe, des fois par personne, etc., sur des objectifs, et tous y contribuent, on sait à quel objectif, mais il y a une question un objectif, un layer contribue à un autre layer, etc. C'est pas un objectif qui contribue au prorata d'autres objectifs, etc. Absolument pas, non. Les objectifs restent purs à la fin, donc c'est juste l'arbre qui te permet de voir dans quelle branche tu es, donc dans lequel tu remontes. Donc voilà. Okay. Et donc nos métiers, maintenant, on déploie les OKR aussi chez nos métiers. C'est-à-dire que nos métiers, donc c'est en cours de déploiement. Tous nos métiers n'ont pas encore basculé, mais par exemple le métier donc de la finance a défini ses objectifs qui résultent, donc globalement. Et donc dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on opère pour eux, on sait le rattacher à leurs OKR pour ceux qui les ont définis, et ça nous permet d'aligner tout le monde. Donc voilà. Et à la fin, tout le monde a les 10 grands objectifs stratégiques que j'ai évoqués tout à l'heure. J'en ai évoqué 3, mais il y en a 10 donc chez BPI. Okay, du coup, tout le monde les connaît, tout le monde sait à quoi il contribue. Et ça permet aussi de faire de l'alignement entre nos différents métiers, parce qu'on a quand même beaucoup de métiers, nous. Mais tous sont opérés et centrés sur un plan stratégique qui est commun. OK. Et le plan stratégique, c'est les X objectifs initiaux qui sont décomposés en plein d'objectifs par équipe, par personne. En fait, ce sont les grandes orientations, c'est les axes stratégiques sur lesquels on veut et nos ambitions. Avec effectivement, comme je dis, je veux doubler le nombre d'entrepreneurs. Il y en a 1 million aujourd'hui, il faut qu'il y en ait 2 millions par an, donc à 5 ans. Et donc on a fait une feuille de route. Donc la direction générale a donné cette feuille de route là, et on opère ces ambitions là. Ok, super intéressant. Donc tu as complété donc Safe by the Book complété par les OKR pour avoir une vision un peu plus dans le temps. Un peu plus lointaine, et redonner du sens à ce qu'on fait, parce que c'est très delivery oriented, Safe sur la partie PI planning, etc. Tout à fait, il y a des choses, parce qu'on a implémenté dans Safe ce qu'on appelle le Lean Portfolio Management, le LPM, qui te donne une vision, je dirais, un peu moyen terme au niveau des EPICS. Mais par contre, je pense qu'il faut encore travailler ces là. Il y a une partie qu'on n'a pas encore totalement à appliquer,
ce qu'on appelle, mais qui est à cheval entre le Lean, donc portfolio, donc et la partie OKR, qui sont les différents horizons de temps. C'est-à-dire que dans les éléments de solution qu'il y a dans Safe, tu as différents, ce qu'on appelle les 3 diamants, donc les 3 périodes dans lesquelles tu diverges, tu reconverges, donc voilà. Et donc on a pour le moment nous 2 diamants, c'est-à-dire que un PI c'est un diamant, hein, c'est-à-dire qu'en clair tu as 200 de capacité de besoin, tu converges sur 100. C'est pour ça que j'appelle ça un diamant, c'est-à-dire que tu converges. Mais après, dans l'idée, dans la création des epics, on peut avoir aussi des phases de divergence, reconvergence, disons. Dans les périodes d'élaboration budgétaire, donc on diverge et on reconverge. Donc voilà. Et donc on le fait avec tous ces outils-là, donc de convergence. Donc ils sont aussi dans Safe. Donc cette partie-là, dans la partie LPM, existe. Donc là. Ok. Et du coup là, tu utilises donc Jira, mais tu utilises aussi Jira Align pour le porter tout ça ou pas? Pardon, tu utilises Jira Align. Jira Align, c'est la partie non. C'est la grosse solution de Jira sur la partie vraiment agile. En fait, on utilise Jira qu'on a complété d'un certain nombre d'outils. On a des plugins. Donc dans Jira, on a un truc qui s'appelle Ativo pour faire notamment les interdépendances intertrains. Donc voilà. Et après, on a un système d'information qu'on a développé derrière nous qui est très data, parce qu'on est très data-centric. On sait en fait appliquer ce qu'on demande à nos métiers, hein, c'est que de la donnée propre déversée donc dans ce qu'on appelle nous des comptoirs de données, des modèles d'objets métiers, et derrière du coup ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations et on le traite au niveau de chaque équipe. Donc puisque tout ça tourne autour des équipes et on leur donne les moyens de vérifier, de piloter leur excellence opérationnelle. Ok. Bah écoute, on a fait un super tour. Est-ce que Lionel, tu voudras bien aider des DSI ou entrepreneurs qui sont en train de se poser la question de la gestion à l'échelle, s'ils ont des questions, à te contacter, parce que je pense que peut-être une des personnes qui ça fait 3 ans maintenant, bien déployé sur une grosse équipe. Il y en a pas non plus plein. J'imagine que tu parles beaucoup avec tes homologues, mais ça va se répandre. Donc, est-ce que tu Bien sûr, donc on est là pour aider. Donc notre job, c'est d'aider les entrepreneurs, donc d'aider les entreprises, donc bien sûr d'aider les DSI qui sont, on le sait, une cheville essentielle, donc ouvrière souvent, donc stratégique parfois, donc pour nos entreprises. Ok, bah écoute, merci pour tout, Lionel, c'était super intéressant. Franchement, c'était top. Ça permet de mettre de l'eau dans le moulin dans la réflexion. Je pense que la question du target operational model, elle est bien sûr liée à l'ambition de la société, au moyen qu'elle est en capacité de se mettre aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que au moins vous aviez la possibilité et l'ambition de faire un target, une ambition importante pour BPI, donc plus vous arrivez à réussir, et du coup ça a permis aussi d'avoir une ambition sur un target operational model assez forte, donc c'est top. Est-ce que une dernière question, est-ce que il y a on va dire un moment où tu t'es dit en fait Safe c'est cool mais ça va être compliqué, ou est-ce que ça a toujours été non c'est bon, ça va le faire? Moi, je dirais que non, toujours ça va le faire parce que je suis naturel optimiste et tenace, donc globalement. Donc là, mais toujours avec l'ambition de dire on aura une période que j'appelle A, de revisite du modèle, mais il faut déjà délivrer et que le modèle soit même plus un sujet pour avoir l'intelligence, parce qu'il faut être très humble dans ces sujets-là, donc c'est très compliqué à mener ce type de transformation-là, et du coup c'est bien d'avoir un cadre, je dirais, stable, donc parce que c'est pas des transformations pour 6 mois puis à dire je change, etc. Il faut avoir une cible, s'améliorer de façon continue. Donc voilà. Donc en fait, pour répondre plus précisément à ta question, c'est grâce à l'amélioration continue que j'ai jamais d'outil du modèle, parce que c'est un modèle qui est lean. Donc voilà. Et le modèle qui est lean fait que tu te transformes et tu bouges en permanence. Par contre, dans un cadre quand même qui est très contraint, parce que l'agilité nécessite un cadre très contraint. Donc c'est beaucoup de rigueur, ça demande plus de rigueur d'ailleurs que faire des projets en cycle en V. Donc voilà. donc voilà, c'est ça qui est aussi la complexité donc du modèle. Et j'ai fait beaucoup de cycles en V dans ma carrière avant. Oui, t'as super intéressant. Ouais, tu t'en as fait beaucoup et qu'est-ce qui s'est passé? T'as craqué? Ce qui s'est passé, c'est que le monde des entreprises et les entreprises ont changé. Donc, et ce qu'on nous demande, nous DSI, n'est pas la même chose. J'ai fait des énormes programmes ERP de plusieurs dizaines de millions d'euros.
j'ai déployé SAP à la Poste, voilà, c'était pas les mêmes enjeux. Et donc voilà, et là, j'ai encore des ERP, mais on le fait pas de façon de la même chose parce que grosso modo, les cycles et les enjeux, et je dis pas que ça fonctionne à toute entreprise. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être très réactif, donc, et de porter de la valeur et d'intégrer la valeur de solutions externes rapidement. Et notre modèle fait qu'on est propre à ce modèle-là, et l'agilité est au cœur de notre transfo. Ok. Et du coup, juste pour être sûr, aujourd'hui, maintenant, si tu dois déployer un SIRH, tu le fais en mode agile ou en cycle en V? Je le fais pardon, tu vois, c'est bon, une grosse bêtise. Donc, non. Pour information, on le fait en agilité, mais avec une partie qui est adaptée. Mais par exemple, notre ERP qu'on a déployé dans le cloud, en fait, le sujet est très lié au cloud, donc notamment avec des pratiques DevOps. Donc, si on peut faire tous nos développements en DevOps, parce que y compris sur le SaaS, on est en full agile à l'échelle. Donc voilà. Ok, bon, top. Attends, je t'ai piégé, c'est tout. Je garderai cette partie-là et je la mettrai tout le temps. Bon, écoute, merci Lionel. Merci. Super intéressant. Merci pour ton temps. Merci pour tout. Merci Lionel. Au revoir. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur 2, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcasts ou Spotify. Merci à tous.